Bon bah Bien. bonjour Renan Andreatta, merci d'avoir Bonjour. accepté cet entretien Bonjour Maxence. pour la chaîne YouTube du CREA et dans le cadre de votre programme Théorie et modèle que vous menez, du coup, dont vous avez la responsabilité avec Xavier Hacher, C'est ça. si c'est correct. Donc c'est un programme qui cherche à analyser la manière dont l'acte artistique peut être modélisé sous différentes approches. Vous, j'imagine, du coup, vous êtes plus dans cette approche mathématique et computationnelle. Exactement. Donc ma première question, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi modéliser l'acte artistique Avec les mathématiques. avec les C'est ça, mathématiques, oui. peut-être en particulier. Donc, je pense que vous devrez bien le savoir parce que vous êtes ancien élève du cours voilà, sous le modèle mathématique de la chanson. Donc, ça me fait plaisir d'avoir aussi la possibilité de discuter au-delà du cours institutionnel. Alors, pourquoi modéliser les savoirs musicaux, les principes théoriques de la musique à l'aide des mathématiques? Parce que les mathématiques peuvent mettre un peu d'ordre, en fait, voilà, les idées que les musiciens peuvent avancer, parfois sans les bons outils pour théoriser ou pour formaliser les structures et les processus musicaux. Donc, l'un des axes du programme de recherche théorie et modèle est effectivement celui de s'attaquer à la question des théories et des modèles mathématiques dans la musique. Donc il n'y a pas que ça, en fait, c'est beaucoup plus large, mais en ce qui me concerne, donc les mathématiques, je vois les mathématiques comme un langage qui permet en fait de capturer quelque chose de la logique musicale, de formaliser à l'aide de multiples outils en fait, issus des mathématiques. Ça peut être de l'algèbre, ça peut être de la géométrie, de la topologie, la combinatoire, théorie des graphes, jusqu'à la théorie des catégories. Donc c'est très large. Alors on ne modélise pas tous les aspects de la musique, bien évidemment. On se concentre en particulier sur les domaines des hauteurs, donc les espaces harmoniques, ou les domaines rythmiques, avec des correspondances très intéressantes entre les hauteurs et les rythmes qu'on peut du coup formaliser à l'aide de plusieurs approches, dont voilà, l'algèbre et la géométrie en particulier. Là, on voit vraiment des correspondances structurelles, des isomorphismes, comme disent les mathématiciens, entre domaine des hauteurs et domaine rythmique. Voilà, donc ça c'est l'un des aspects de mes recherches. Alors, on peut appliquer ça, comme je l'ai fait dans le passé, dans le cadre de la musique savante, après 15 ans passés à l'IRCAM, donc à l'Institut de coordination acoustique musique. Là, à Strasbourg, j'ai envie de faire un pas vers les musiques actuelles, vers la chanson en particulier. Et donc, c'est là où je vois un intérêt, en fait, de s'attaquer à cette forme qui est la chanson, qui est une forme très codifiée. On peut dire basique pour certains points de vue. Sans doute, les chansons qu'on écoute souvent, c'est 3 ou 4 accords. Mais voilà, est-ce qu'on peut, avec les mathématiques, aller au-delà des 3 ou 4 accords, formaliser des processus harmoniques plus complexes qui peuvent, du coup, voilà, avoir tout leur sens, prendre tout leur sens dans les formats chansons. Donc ça, c'est un défi, parce qu'une chanson doit durer dans 2-3 minutes. Donc là, on demande aux mathématiques d'être utiles, d'être au service de l'art de la chanson en particulier, donc de nous aider à capturer quelque chose qui rend une chanson intéressante. Alors, est-ce que les maths sont capables de faire ça? Je crois que oui, et je crois d'avoir montré dans les cours que vous avez suivis et aussi dans d'autres contextes, dans ma propre recherche aussi de mise en chanson des textes poétiques via les mathématiques, que les mathématiques sont effectivement un outil extraordinaire pour voilà, faire peut-être des hits, des tubes potentiels d'une façon un peu différente de ce qu'on fait. Et voilà, quand on prend juste l'inspiration et on ne travaille pas dans la formalisation et dans la théorisation de certains principes à la base de la chanson en particulier. Qu'est-ce qu'on apprend justement dans ces domaines du rythme et de la hauteur de ce qui se passe dans les musiques actuelles et peut-être en parallèle avec justement les musiques savantes dont vous parliez, est-ce qu'il y a des choses différentes sous cette approche mathématique? Est-ce que vous voyez des différences? Alors, bien sûr, dans les musiques savantes, les mathématiques se sont vraiment infiltrées depuis tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours dans les laboratoires de l'IRCAM où les compositeurs utilisent l'informatique et donc les modèles mathématiques implémentés dans des langages de programmation visuelle pour la musique. Je pense à OP Music en particulier, développé à l'IRCAM, dans lequel on a intégré pas mal d'outils mathématiques. Donc, au service principalement des musiques savantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, il y a
un aspect combinatoire qui relève du jeu, de l'écriture, qui peut aller très loin et pour lequel les mathématiques sont très puissantes. Alors, qu'est-ce que les mathématiques nous apprennent des musiques actuelles et de la chanson en particulier? Donc, avec cette correspondance entre rythme et auteur, je pense qu'elle voilà, elle nous apprend qu'on peut organiser déjà nos musiques actuelles, nos chansons en particulier, d'un point de vue harmonique, en suivant certains principes d'enchaînement d'accords qui peuvent être exprimés à l'aide des mathématiques, à l'aide en particulier d'une structure que j'aime bien introduire déjà en fait au niveau deuxième année de licence dans les cours oralité et improvisation. Donc là aussi en fait dans l'oralité et dans l'improvisation il y a des outils mathématiques qui peuvent être intéressants. En particulier il y a cette structure de tone nets, les réseaux des notes en fait une idée qui vient de l'air, ou si on veut suivre un repousseur qui vient des rameaux même. Donc il y aurait même un héritage français dans une école française en ce qui concerne la formalisation des structures musicales, et qui donc nous permettrait en gros de retracer un petit peu l'histoire de ces modèles, en particulier donc du tone net, de l'analyse néo-riemannienne, donc issue des travaux d'Hugo Riemann, et dans une réactualisation qui est un peu portée par l'école américaine en particulier, donc l'école néo-riemannienne, l'école transformationnelle, qui postule qu'on peut utiliser les mathématiques et ce concept, le tone net en particulier, pour l'analyse des structures harmoniques dans plusieurs répertoires. Donc moi, je m'intéresse à la chanson en particulier parce que je pense qu'effectivement, on peut aller au-delà des 3 ou 4 accords en utilisant les tone nets comme support pour voyager, donc pour pouvoir avoir des parcours harmoniques qui parfois touchent beaucoup de tonalités. Donc on module beaucoup dans les chansons qui sont inspirées par ce type de structures géométriques et topologique. Et en même temps, côté rythme, en fait, on peut étudier certaines propriétés de symétrie, certains patterns périodiques, parce que toujours dans les rythmes, il y a une certaine périodicité. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un modèle, un même modèle, alors que ça ne sera plus le tone net, qui est plutôt vraiment conçu pour les hauteurs, ça sera une autre représentation, la représentation circulaire, en fait, qui permet à la fois de compacter l'octave, d'avoir une vision, disons, du tempérament égal, de la division du piano en 12 parties égales, compactée à une octave avec toute la combinatoire qui est issue de cette relation d'équivalence, modulo 12 du coup, mais en même temps une relation d'équivalence qui s'applique aussi au rythme. Donc on peut avoir des patterns rythmiques qui créent en fait des formes géométriques. Si on songe au tresillo par exemple, donc 3 points dans une périodicité des 8, 3 points bien disposés dans un cercle divisé en 8 parties. Voilà un pattern rythmique qu'on trouve partout dans la chanson, pas que dans la chanson, on peut retrouver dans d'autres répertoires traditionnels, musique musique plutôt issue de la tradition afro-cubaine, donc qui n'ont même pas besoin de l'écriture en fait pour justifier leur existence. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les mathématiques et dans ces programmes de recherche qu'on essaie de mener, théorie et modèle. Ce sont des approches en fait qui vont au-delà du simple côté écriture qui est propre de la musique savante pour toucher du coup d'autres répertoires. Je parlais de l'improvisation, de la chanson, la musique des films, le jazz, en fait d'autres genres qui ne sont pas nécessairement basés sur l'écriture, mais pour lesquels les mathématiques en fait peuvent vraiment apporter des outils à la fois dans l'analyse, c'est ça qui est intéressant. En fait, il y a vraiment cette double utilisation des mathématiques, triple je dirais. Donc côté théorique, formaliser les bases, les principes théoriques de la musique. Côté analytique, analyser un répertoire déjà existant. Ça peut aller analyser des chansons d'Arthur Ashe qui travaillent bien au piano avec des jeux de symétrie et pour lesquels donc, les tone nets c'est particulièrement approprié, je trouve, là on est dans la chanson. Ou bien composer, donc théorie, analyse et composition, cette sorte de tripartition qui est un enjeu dans la musique et musicologie du XXe siècle et qui a toute sa place, je pense, dans une réflexion, disons, aidée par les mathématiques, de ce qui peut être une chanson réussie, une chanson intéressante. Et donc, c'est aussi l'idée d'utiliser les mathématiques non seulement pour
formaliser, pour expliquer les choses qui existent, des répertoires qui existent, mais aussi pour aller au-delà, donc, et composer, se laisser inspirer par les mathématiques pour explorer de nouveaux territoires. Dans la chanson en particulier, c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement, mais il y a d'autres genres qui sont très intéressants également. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'intuition mathématique naturelle dans les processus de composition, comme vous le disiez, la musique de tradition afro-cubaine avec le tresillo, mais aussi la bossa nova, tous ces rythmes non euclidiens qu'on voit vraiment partout. C'est assez impressionnant de voir que ça vient assez naturellement et que c'est quelque chose qui est presque instinctif et qu'on retrouve partout, alors que c'est un concept qui est très spécifique en mathématiques et qui peut être mesurable, quoi. Ouais. Et là, on voit bien la portée en fait, de certains outils mathématiques qui vont bien au-delà donc en fait qui permettent vraiment d'avoir des passerelles entre, par exemple, ce qui existe au domaine des hauteurs. On prend les touches blanches du piano. Voilà, on les met dans une représentation circulaire, on a une structure qui a certaines propriétés théoriques. Après, on transpose au niveau rythmique, voilà une structure rythmique qui émerge, les bembés ou à Baja, ça dépend si on est dans la tradition afro-cubaine, plutôt à Cuba, qui est en Afrique. Et en tout cas, voilà, ce sont des patterns qui respectent, comme les tresillos, comme les cinquillos, comme plein de patterns qu'on trouve dans les traditions pygmées, par exemple d'Afrique centrale, qui respectent des propriétés remarquables en musique. Alors, on peut même se poser la question, et là c'est un autre volet du projet en fait, qu'on mène dans le cadre de l'axe de recherche théorie et modèle, en particulier du projet SMIR, Structural Music Information Research. Là, on est à l'IRMA, on est dans un institut de mathématiques, et donc c'est un projet inscrit ici au sein en fait, d'un institut où les chercheurs travaillent sur les mathématiques, justement parce que en fait, la mathématique, les musiques soulèvent des questions intéressantes pour les mathématiciens et des questions qui touchent même la cognition. Et donc en fait, il y a une partie de ces projets SMIR qui touchent vraiment à l'apprentissage des savoirs maths et musicaux. Donc c'est le projet Propre Manu qui a été soutenu par la MITI, la mission pour l'interdisciplinarité, les initiatives transversales et interdisciplinaires en fait, du CNRS qui touchent à la cognition et à la perception. Et donc c'est l'idée d'aller au-delà des modèles formels qu'on peut avoir en musique, les tonnettes étant un petit peu les cas d'études idéales, parce que c'est à la fois de la géométrie, c'est à la fois de l'algèbre, donc des structures formelles abstraites, mais en même temps ancrées dans la perception. Donc il y a des études des neurosciences et psychologie expérimentale en fait, qui montrent que ce type de structure peut être à la base en fait, de la perception qu'on a de la tonalité. Donc à la fois il y a une formalisation mathématique, mais cette formalisation touche à des questions d'ordre perceptif et cognitif. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans l'application des mathématiques à la musique, c'est d'aller au-delà du jeu de symboles, qui peut être la tentation de tout mathématicien pour toucher quelque chose qui relève vraiment de la perception et de la cognition musicale. Voilà, ça c'est les tonnettes, maillage triangulaire ou par dualité maillage à nid d'abeille. Si on clique dans le dual, voilà, on va apparaître le nid d'abeille où les nœuds maintenant ce sont des accords majeur et mineur avec les trois symétries principales. Donc le passage à la relative, do majeur la mineur, à le parallèle, do majeur do mineur et Leighton-Wechsel, au Linington Exchange, do majeur mi mineur. Je reviens sur la représentation triangulaire. Alors cet environnement, en fait, voilà un exemple concret d'un outil en fait qui a été développé dans le cadre du projet SMIR. Donc c'était en collaboration avec Corentin Guichawa, qui est l'informaticien qui a véritablement implémenté cet environnement en ligne, donc disponible librement, open source, mais plus qu'open source parce que c'est un environnement web. Et donc il suffit de rentrer la bonne adresse pour se connecter et jouer avec donc ces espaces. Avec un piano connecté, on peut représenter toutes sortes d'accords. On a des représentations circulaires ici à droite qui nous permet c'est les cercles chromatiques ou les cycles de Kent ou des cartes. Ça dépend si on les parcourt au sens des aiguilles d'une montre, au sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà des représentations circulaires qui, en fait,
complètent un petit peu et constituent voilà, disons des représentations complémentaires à ce qu'on peut voir dans les tonnettes. Tout ce qu'on peut faire dans les tonnettes, on peut les faire aussi dans les cercles. Et parfois, voilà, on peut avoir des surprises, on peut avoir des accords, par exemple, voilà, qui deviennent des axes dans les tonnettes. Donc, ils vont disparaître en tant que forme. Et ils ont la même représentation dans les cercles chromatiques et dans les cercles dans les cycles de quinte, alors que, voilà, en général, un accord voilà, est une forme bien définie. Voilà l'accord des septièmes Major 7, qui est voilà, une structure bien définie dans les plans, avec deux représentations différentes dans les représentations circulaires qu'on voit. Donc voilà l'outil qu'on peut proposer pour introduire en fait à tout public. Ça va des étudiants des licences musique actuelle jusqu'aux collégiens et lycéens qui peuvent du coup avoir une entrée dans la théorie musicale sans passer par la partition et par la lecture. Alors, je ne dirais pas que ça substitue complètement les savoirs qui sont appris au conservatoire ou dans les écoles de musique, mais voilà, plutôt ça constitue une approche complémentaire qui peut permettre à ceux qui ont envie de travailler l'oreille et la vue, de combiner ces modalités, ces doubles modalités perceptives pour avoir voilà, un apprentissage des théories musicales qui est un petit peu indépendant de l'écriture, du solfège. Oui, et puis c'est très visuel, et puis même avec une approche compositionnelle, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut permuter ces accords, surtout au niveau de la représentation circulaire, les déplacer et voir à quoi ça correspond. Voilà, quand on a une tonalité de Do majeur, on a un accord de base qui est le Do majeur, mais après, quand on module, voilà, un Do dièse majeur, un Ré majeur, on fait des opérations. Dans les plans, on le voit bien, on translate, en fait, on fait des translations. Donc la même forme est translatée dans les plans, alors que dans les cercles, la même forme subit une rotation autour du centre. Donc rotation, translation, transposition. Voilà des notions qui sont les mêmes. C'est la même idée vue différemment, alors qu'un accord majeur, le passage d'un accord majeur à l'accord mineur, eh bien, c'est un autre type d'opération. On voit bien la symétrie ici, avec donc un triangle avec un côté qui est partagé, c'est cet intervalle des tierces majeures qui est donc partagé, et une note qui passe de l'autre côté. Alors dans les cercles, il faudrait tracer un axe, et c'est vraiment cet axe, l'axe du Ré, la symétrie du Ré, qui permet de passer des Do majeurs à la mineure. Si je mets les deux ensemble, on voit bien cet axe, on imagine plutôt cet axe qui d'ailleurs est le même dans le cercle de quinte. Donc la symétrie est préservée par passage au cycle de quinte. Donc le passage entre chromatique et diatonique, ça c'est aussi une opération algébrique, c'est une application affine d'un point de vue mathématique, mais qui préserve les axes de symétrie, d'où l'intérêt de travailler dans l'un ou l'autre selon les goûts, et selon notre idée qu'on veut exprimer d'un point de vue musical. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, c'était très intéressant. J'espère que ça pourra être vu par un public qui est peut-être moins habitué à ce genre de notions, et que ça pourra intéresser des gens. Voilà, c'est notre espoir, en tout cas. C'est intéressant de faire l'exercice d'essayer d'expliquer ce qu'on fait pour toucher le plus de monde possible, pas que les spécialistes du domaine mathématiques et musique. Donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau pédagogique pour introduire toutes ces idées. Déjà, je dirais à partir du collège, lycée, et après, c'est vrai, dans des contextes grand public, on a mis en place des dispositifs, disons, de transmission des savoirs mathémusicaux, qui peuvent aller jusqu'à la conception et la création d'un véritable spectacle interactif avec le public. Alors que c'est un spectacle qui est, disons, soutenu par les CNRS, il s'agit du spectacle Math&Pop, qui recommence à parcourir les routes de France après une petite pause due à une émergence sanitaire qui nous a un petit peu tous bloqués. Et c'est un spectacle dans lequel donc,
toutes ces idées en fait sont présentées d'une façon ludique, interactive, avec vraiment une implication directe du public. Je pense que c'est aussi une autre façon de montrer que la recherche académique qu'on fait dans les laboratoires, comme ici, dans un laboratoire de mathématiques, eh bien, peuvent aussi être mises en scène dans un véritable spectacle qui est à la portée de tout le monde et qui peut éventuellement éveiller des vocations pour voilà, quelqu'un qui aurait envie de s'élancer un jour dans la recherche autour des rapports entre musique et mathématiques. En tout cas, voilà, il y a du travail à faire et les idées ne manquent pas. Merci, on vous invite à aller voir le spectacle du coup, voilà. Quand il passera à Strasbourg et même ailleurs en France. En espérant que vous puissiez voir ça. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.